vous connaissez le thème. Moi, je dis, on passe directement à l'église. On ouvre le confessionnal de la triple menace pour vos takes, vos prédictions et même vos débats, tout farfelu et scandaleux le plus que vous pouvez. Et que ce soit relié au sport ou non. Prenez vos médias sociaux, allez nous drop un DM en commentaire pour dire hey, telle prédiction, c'est de la merde, telle équipe, c'est on vous répond chaque dimanche. Et là, on a une première question. On vient de parler un peu des situations un peu d'entraîneurs un peu dans le sport et une première question qui nous provient de Jérémy Mathias sur le super fan des Tigers de Gwanda, si vous voulez nous suivre de ce côté-là, et qui nous demande à la barre de quelle équipe préfériez-vous vous retrouver demain matin? Le Canadien de Montréal ou les Cowboys de Dallas? Man, c'est... Est-ce qu'on peut mettre un paramètre pour dire que les Cowboys étaient en bye week cette semaine? Mettons... Ouais, on compte pas la victoire. On compte pas la victoire parce que... n'a aucun poids sur la réflexion. Les Cowboys étaient en bye week cette semaine, ne jouaient pas contre Washington. On est en bye week. C'est une question qui est intéressante parce que les deux marchés se ressemblent un peu par rapport au. Le hockey est tellement important à Montréal, le football est tellement important au Texas que c'est des marchés qui se ressemblent à ce niveau-là en termes de pression médiatique et tout. Fait que c'est une comparaison intéressante. Par contre, quand tu regardes l'état des deux équipes sur le terrain ou sur la glace, ben, c'est deux équipes qui en sont pas au même stade. T'as le Canadien qui est en reconstruction, qui ben, en ce moment a de la misère un peu. Ça va moins bien, mais tu as des jeunes, tu as des Caulfield, des Suzuki, des Slav, des Dak, je n'aimerais pas tous les jeunes Canadiens, là, vous les connaissez. Puis on a Ivan Demidov qui s'en vient l'an prochain, Michael Leitch, il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait il y a quand même un noyau à Montréal qui est intéressant avec lequel tu peux travailler. Les Cowboys, par exemple, ce qui est super intéressant, c'est que ben, là, oui, ça ne marche pas parce que Dak Prescott est blessé et tout, puis tu as eu beaucoup de blessés cette année. Mais tu as quand même un noyau qui est très intéressant avec des Dak Prescott, avec des CeeDee Lamb, avec des Micah Parsons. Tu as quand même des noms intéressants dans cette équipe-là. Je pense que je dirais. En fait, ma réponse va dépendre d'un facteur. Quand on dit à la barre d'une équipe, est-ce que Jerry Jones me souffle dans l'oreille tout le temps de qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec les Cowboys? C'est ça mon prochain point. Je voulais amener parce que qui tu veux avoir comme boss? Préfères-tu avoir Kent Hughes, Jeff Gordon, puis mettons Jeff Monson, mettons, ou tu veux Jerry Jones comme boss? Faut pas oublier que probablement que Mike McCarthy gagne probablement plus cher que Martin Saint-Louis aussi. Ouais, je veux pas je veux pas avoir Jerry Jones. Si ça implique que j'ai Jerry Jones qui me dit quoi faire, je vais sauter mon tour. Si je veux gagner à court terme, ben je pense que j'y vais pour les Cowboys. Puis j'ai pas de Jerry Jones. Honnêtement, j'ai pas de Jerry Jones. Je veux gagner à court terme. Je pense que j'y vais avec les Cowboys. Mais le projet de travailler autour de cette reconstruction-là à Montréal m'intéresse aussi. Je vais y aller quand même avec les Cowboys dans l'optique où je veux gagner à court terme et que j'ai pas de Jerry Jones. Mais je pense que les deux, c'est intéressant. C'est une comparaison qui est intéressante parce que oui, les deux, on a des gros problèmes en ce moment, mais pour des raisons différentes, puis on n'est pas au même stade. J'aime ça comme question. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que si je me ramasse avec les Cowboys, ben, le premier truc que je fais, ben, c'est de signer des joueurs autonomes parce que l'année passée, on a comme oublié de le faire avec les Cowboys. On a signé Rick Kendricks parce qu'on s'est réveillé un peu en retard. Puis on a fait hey, c'est vrai, il faut signer du monde aujourd'hui. Je pense que j'essaie d'en signer un peu. Puis j'essaie de clairer un peu cette structure salariale-là qui n'a aucun maudit bon sens à Dallas. Si j'étais avec le Canadien, parce que je vais prolonger un peu la question. Là. Si je me rase avec le Canadien, le premier truc que je fais, je pense que c'est d'aller chercher un gardien d'expérience parce que Kellen Primo, ça ne marche pas. Kellen Primo, ça ne fonctionne pas. Je le mets au balotage, j'essaie de trouver un autre gardien, ou à la limite, je rappelle Connor Hughes, je fais s'il y a un contrat de la. Et je pense qu'il est déjà sous contrat de la LNH. En tout cas, peu importe. Je m'arrange pour que Connor Hughes arrive à Montréal. Quelque chose comme ça, parce que ben, Kellen Primo, au pire des cons, on le perd au balotage, parce que ben, c'est n'importe quoi Kellen Primo en ce moment. Puis je pense que ça va prendre un changement à ce niveau-là. Puis je pense que juste ça, ben, ça pourrait déjà beaucoup aider. Parce que là, c'est. Oui, hier, c'était Samuel Montembeault et tout. Fait je ne blâmerai pas Primo pour ça, mais c'est arrivé plutôt ce mois-ci aussi que Primo connaît un mauvais match, se fait marquer un ou deux buts, puis après, ça, c'est l'hécatombe. 3, 4, 5, 6, ça n'arrête plus. Fait que c'est d'essayer de calmer l'hémorragie un peu. Je pense que peut-être avoir un gardien vétéran et tout, ça pourrait calmer le jeu. Fait que je pense que ce serait ça la première chose que je ferais pour chacune des deux équipes. Moi, j'aimerais ça. Parce que moi, je suis plus dans une optique de je veux gagner maintenant.
Moi, je veux. Puis, tu sais, ce qui est le fun un peu, c'est que oui, les Cowboys et les Canadiens sont un peu pareils. Tu sais, America's team, Canada's team pour le hockey. Les deux équipes qui salivent en passant aux années 90, en passant comme tellement comme c'était le bon temps et tout ça. Mais moi, je me dis que les Cowboys cette année, c'est peut-être juste un peu plus de malchance que d'autres choses. Je pense qu'en saison régulière, on n'a rien vraiment prouvé avec ce noyau-là. Là. Tu sais, je pense pas que les Commanders seraient 7-5 et auraient mené leur division pendant un bon moment dans la NFL si les Cowboys n'avaient pas décidé d'imploser au niveau des blessures. Dak Prescott, Michael Parsons un bout, mais je me dis que. Puis en même temps, Jared Jones, même s'il est mon boss, il ne sera pas mon boss genre 15 ans de temps. Là. Tu sais, te faire congédier avant. Tu vas te faire congédier avant, man. 3 ans, il va se sacrer dehors. Oui, je risque de me faire congédier. Mais je me dis que dans la LNH, le congédiement. Tu sais, la Ligue nationale est certainement la ligue avec le congédiement le plus trigger-friendly que tu peux pas avoir. Fait que sécurité d'emploi, je pense que c'est quand même assez égal des deux côtés. Ouais. Mais je me dis que gagner un Super Bowl quand t'es les Cowboys et gagner une coupe. Je sais pas. Parce que j'allais dire, gagner un Super Dallas qui gagne un Super Bowl, c'est-tu plus gros que le Canadien qui gagne une Coupe Stanley? Oh boy, bonne question. Ben, je veux dire, la NFL est plus grosse que la LNH. Oui. Mais mettons, ben, en fait, dans chaque. Tu sais, si c'était à Montréal, le Canadien gagne la Coupe, c'est 1000 fois plus gros que les. Je sais pas. Mettons, niveau. Je pense que j'ai juste encore un rappel de quand le Canadien s'est qualifié à la Saint-Jean, le fameux but d'Arthurie Lekonen, le Québec a failli virer à l'envers. S'il fallait qu'on gagne contre le Lightning. C'est vrai, ça se ressemble. Ça peut se ressembler. OK. Fait que moi, je prends quand même les Cowboys de ce côté-là. Juste pour le fait de. Puis, justement, Jerry Jones va. Même s'il vend l'équipe, il va mourir dans 5 ans. Je ne peux pas croire que ce bonhomme-là va te faire encore longtemps. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Je répondrai pas à ce point-là. Je vais m'abstenir de commentaires. On va passer à la deuxième. Écoute, c'est une excellente transition parce que la deuxième question du perron d'église de cette semaine concerne Jerry Jones et ça nous vient de quelqu'un sur justement encore sur les superfans intérieurs de Rwanda. Je pense que Jerry Jones doit céder sa place comme DG des Cowboys. Avec les expulsions en éliminatoire depuis 28 ans et la dernière saison morte atroce en lettres majuscules. Je cite ici, en lettres majuscules. Il aurait mérité d'être congédié. Mais ça, mon homme, c'est ça qui arrive quand tu es le big boss. Tu as l'ultime sécurité d'emploi. Tu peux faire ce que tu veux, il n'y a personne qui peut te tasser. Man, Jerry Jones mérite d'être congédié, je suis d'accord. Le problème, c'est que qui va congédier Jerry Jones? Peut être congédié. Est-ce que Jerry Jones va se congédier lui-même? Jerry Jones s'aime beaucoup trop pour se congédier. Fait que ça n'arrivera pas. Jerry Jones pense encore que c'est le meilleur DG de la Ligue dans sa tête. Puis il ne comprend pas pourquoi les autres DG sont aussi nuls comparativement à lui. Donc, malheureusement, je ne pense pas que Jerry Jones va céder sa place comme DG, mais je suis 100% d'accord sur le fait qu'il mériterait de ne pas avoir ce poste-là. Et je suis 100% d'accord sur le fait que les Cowboys vont beaucoup mieux se porter le jour où Jerry Jones ne sera plus impliqué dans les opérations de football de l'équipe. Parce que Jerry Jones, on l'a dit, quand on parlait de CD Lamb un peu plus tôt pendant la saison morte, on parlait aussi de comme quoi Jerry Jones finit toujours par payer ses joueurs étoiles. Il finit toujours par le faire. Et il l'a fait avec CD Lamb, il l'a fait avec Dak Prescott pendant la saison morte. Puis, tu sais quoi? Il va le faire avec Michael Parsons aussi. Je suis aucunement inquiet que Michael Parsons va signer un contrat à long terme à Dallas. Mais man, c'est beau payer tes étoiles, mais si tu signes pas d'autres joueurs, si tu restes trop fidèle à tes joueurs étoiles, ça ne fonctionne pas. Parlez-en à Marc Bergerin avec le Canadien. Aussi simple que ça. Moi, je fais juste dire que Brandon Gallagher a une excellente saison. Brandon Gallagher, c'est pas une attaque envers Brandon Gallagher. Est-ce que en même temps, est-ce que ce gars-là mérite 6,5 millions? En ce moment, c'est peut-être le gars qui mérite le plus son salaire dans l'équipe. Je vais te le donner. Là. Josh Anderson à 5,5, c'est un mauvais contrat. Puis il y en a d'autres des mauvais contrats. C'est tout ce que je dis. Juste que tomber en amour avec ses joueurs, ça peut être
un point positif dans une certaine mesure. Tu ne veux pas devenir comme les Golden Knights parce que tes gars, c'est de la marchandise, que tes échanges dès que tu as une opportunité de le faire. Là. Mais tu ne veux pas trop tomber en amour avec tes joueurs non plus. Surtout si ça t'empêche de faire autre chose. Puis c'est ça mon gros problème avec les Cowboys. Oui, on a des ressources, on paye nos joueurs, puis on n'a pas peur de payer nos bons joueurs. Mais on ne signe pas d'autres monde. Je veux dire, on a encore Brandon Cooks comme receveur numéro 2 quand il est en... Brandon Cooks, sérieusement, on est encore à Brandon Cooks, là. Le running back numéro 1 d'équipe, c'est Rico Dowdle. Un gars que j'aime bien, mais on a signé Ezekiel Elliott en se disant que ça allait être, on va ramener la gagne ensemble, puis, hey, on a-tu passé demander à Des Bryant s'il était disponible pour revenir attraper des ballons? Michael Irvin ne doit pas faire grand-chose cette journée non plus. On ramène la vieille équipe. Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin. Ramenez-moi tout ça, ça va bien marcher. Tony Romo, ramenez tout ce monde-là, man. Ramenez DeMarcus Ware en défense. C'est ça le problème avec les Cowboys. J'ai l'impression qu'on est tellement attaché à ces joueurs étoiles-là. Puis à juste titre, tu sais, je l'ai dit, il fallait payer CeeDee Lamb, il fallait payer Dak Prescott parce que c'est les meilleures options que tu avais. Puis oui, ça coûte cher, mais il fallait que tu le fasses. Mais il ne faut pas que ça t'empêche de payer d'autres joueurs. Tu sais, oui, Prescott, c'est bien. J'aime Dak Prescott plus que. Je pense que j'ai la moyenne évaluation. C'est ça, je pense que j'aime plus Dak Prescott que la moyenne des gens, mais man, tu peux pas juste signer ce gars-là pour 60 millions par année si c'est l'excuse que tu utilises pour pas signer des gens pour l'entourer parce que on arrive dans un scénario où, comme on le voit cette année, Dak Prescott est blessé. L'équipe implose. C'est aussi simple que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne juste pas. Donc, sur une échelle des Golden Knights de Vegas au Maple Leafs, sur une échelle des Golden Knights de Vegas au Maple Leafs de Toronto, à quel point tu es hésitant à blow up ton corps? Ça est la vraie question. Les Cowboys sont plus loin que les Maple Leafs encore. Je pense que l'extrême, c'est plus les Cowboys que les Maple Leafs. Ah ouais? Mais ça se ressemble. C'est un peu le même principe. Tu as compris le principe? Ouais, non, j'ai compris le principe. Mais, tu sais, comme je disais, le gars peut pas rester mort. Tu sais, Bill Belichick, ça a tout pris pour qu'il s'enlève de directeur général, puis lui-même avait un patron en Robert Kraft. Tu sais, ça va prendre quoi pour que Jerry Jones décide lui-même? Sais-tu quoi? Je vais piler sur mon ego, je vais faire de l'introspection, je vais devenir une meilleure personne. New Year, New Me en 2025, et je vais step down à la fin de la saison. Spoiler alert! Aucune chance. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Non. Évidemment, non. On peut régler ça tout de suite. Mais je suis quand même déçu. J'avais mis les Cowboys de Dallas. Moment confession, j'avais mis les Cowboys de Dallas vainqueurs de cette division-là au début de la saison. Je me souviens plus si je les avais en série. Clairement, c'est sûr que je les avais en série. J'avais-tu mis vainqueurs de la division? J'ai voyé dans une lutte avec les Eagles, puis je pense que j'avais les Cowboys gagnant la division aussi. Je pense que j'avais la même affaire. Fait qu'on ira de ce côté-là. On a peut-être le temps de dernier perron d'église et ça provient de l'ami Mathieu Vachon, un régulier du confessionnal du perron d'église et qui nous demande on se donne encore combien de temps? On parle de blow up un corps, de commencer à détacher un peu un corps? Mathieu qui nous demande on attend encore combien de temps pour commencer à échanger des gros morceaux chez les sénateurs d'Ottawa? Man, On attend quoi? Est-ce que. Ma question, vas-y. Est-ce que c'est maintenant que ça se passe? Est-ce qu'on se rend à l'évidence que ce groupe-là, sans dire blow up complètement, là, on va mettre une ligne à quelque part, mais qu'on commence à peut-être transiger un membre? Est-ce qu'un Thomas Chabot? Est-ce que Josh Norris? Peut-être pousser l'insulte à l'injure? Est-ce qu'un Brady Tkachuk? Moi, c'est lui que je pense que s'il y en a un à échanger, c'est Brady Tkachuk. Est-ce qu'un Brady Tkachuk, on peut regarder ça la prochaine saison-là, puis on dit, mais, c'est quoi? On pourrait réajuster ce corps-là, puis réajuster un peu cette reconstruction-là, parce que, sans surprise, les sénateurs d'Ottawa sont encore une fois incompétents. Mais non, il était juste un gardien. Le jour où ils vont voir le gardien. Ah non, il y en a un. Là, je vois un autre moment confession. Moi aussi, j'étais là-dedans que je pensais. Peut-être que Linus Ulmark, un gars qui a gagné le Vizina il y a 2 ans, peut-être, là, c'était le dernier morceau à amener du côté des Sens pour, enfin, soit aller en play-off ou 2, juste se battre en play-off au mois de mars. Nommez-moi la dernière fois depuis 2017 que les Sens étaient déjà encore en vie rendus au mois de décembre. C'est jamais arrivé. Le mois de novembre, c'est continuellement
un désastre pour les Sénateurs d'Ottawa. On est incapable de jouer au-dessus de 500 et on arrive décembre, janvier, on est mort. On est mort et enterré. On pense déjà aux gars qu'on va repêcher en juin. Ouais, ça marche pas clairement. Puis je pense que Linus Ulmark connaît pas des grands débuts. Puis il n'y a pas l'excuse de Jeremy Swayman d'être pas au camp et tout. Fait que je sais pas, man. Je pense que Brady Tkachuk va se faire échanger éventuellement. Je pense pas que. Ça, c'est peut-être un take, mais je pense pas que Brady Tkachuk va jouer le prochain match des Sénateurs en série. Je pense que Brady Tkachuk. En fait, la seule raison pour laquelle il jouerait, c'est s'il était contre les Sénateurs. Je pense que je vois pas Brady Tkachuk être en uniforme des Sénateurs. Mais la chose que les Sens vont être vraiment qualifiés en série, Brady Tkachuk, un n'aura plus le et deux ne sera juste plus là. Ne sera plus là. Je pense qu'il va être ailleurs. Puis je serais pas surpris que Brady Tkachuk quitte d'ici un an, peut-être l'été prochain, parce que, ben, tu sais quoi, tu regardes les Sénateurs, tu veux échanger quelqu'un, là, ben Brady Tkachuk, c'est peut-être celui qui t'a la meilleure valeur. En fait, c'est peut-être un des rares pour lesquels tu peux vraiment avoir une grosse valeur. Tu peux clairement échanger ça pour quelque chose d'assez majeur. Puis, est-ce qu'on sait s'il est vraiment heureux à Ottawa? Il y a tout le temps des rumeurs à chaque année de ouais, peut-être que Brady Tkachuk voudrait être échangé, peut-être que, tu sais, il y a tout le temps un petit peut-être que qui est fatigant, puis que quand il y a de la fumée, ben, il n'y a jamais de feu sans fumée. Puis ben, là, il y a peut-être un petit peu de fumée en ce moment. Puis ben, peut-être que ça cache quelque chose. Puis je me dis que ben, peut-être qu'à un moment donné, l'échanger pour comme faire un clean break qu'on dit en anglais, là, de faire une séparation, de s'arrête là, et puis repartir peut-être sur d'autres bases avec des Tim Stutzle, avec des Jake Sanderson, avec ce plus jeune noyau-là qui est en train de pousser à Ottawa. Peut-être que ce serait une meilleure chose. Puis je pense que tu peux avoir quand même quelque chose d'intéressant pour Tkachuk. La Floride, clairement, si Brady Tkachuk devient disponible, la Floride appelle, veut savoir ce que tu veux pour réunir les deux points, là. Mais. C'est sûr que les Panthers sont l'équipe la plus gossante à affronter. Tu veux rajouter Brady Tkachuk là-dedans? Le jour où les sénateurs là, où ils veulent l'échanger, c'est sûr que les Panthers appellent. On ne l'échangera pas dans la division, j'y crois pas une seconde. Là, mais c'est sûr qu'ils vont appeler. Puis je pense que. Non, je pense que la prochaine fois que les sénateurs vont jouer un match de série, Brady Tkachuk ne portera pas leur uniforme. Moi, dans le cas de Brady Tkachuk, c'est son salaire n'est pas si énorme, tu sais, 8,2 millions ish, XYZ. Mais Brady Tkachuk un peu confirme un peu ce qu'on disait de lui au début de la saison, au début de sa carrière, quand on le comparait notamment à Jesperi Kotkaniemi, on disait de lui, ce gars-là était déjà à 19 ans le gars le plus NHL ready de sa cohorte. Il n'y aura pas un énorme plafond, mais il va avoir un excellent plancher, ce qui va faire qu'à 19-20 ans, comme il l'a fait, c'est devenu un joueur vraiment important pour les Sénateurs. Mais Brady Tkachuk a fait 80 points une seule fois dans sa carrière. C'était il y a 2 ans. Tu sais, un 60-70 points, super correct. Moi, je prendrais ça à Montréal n'importe quand, soit dit en passant. Tu sais, on essaie de vendre Cole Caulfield et Nick Suzuki que, ils sont des bons joueurs aussi. Les deux gars n'ont jamais fait 80 points, puis Cole Caulfield n'a même pas fait encore 40 goals. Tu sais, on a encore des coups à manger. Mais tu sais, il faut être conséquent. Si on parle de Brady Tkachuk demain, il faut parler un peu de ces deux gars-là là-dessus. Tu sais, 83 points, 74 points, ce qui est vraiment bon. En 2014, ça a été élite. En 2014-2015, ça a été élite. C'est bon encore aujourd'hui pour l'époque, mais c'est pas ton joueur de franchise. T'sais, un joueur de franchise, c'est au moins 90, 100 points. Et ça, Tim Stutzle est capable de le faire. Ouais. Je pense que c'est, avec Jake Sanderson, les deux intouchables vraiment du côté des Sénateurs d'Ottawa. Moi, je pense que Claude Giroux, tu ne peux pas échanger ça parce que ce gars-là est bien trop important pour un vestiaire des Sénateurs d'Ottawa. Ouais. Josh Norris, qui aurait peut-être de la valeur un peu. Thomas Chabot, peut-être éventuellement. Tu sais, je regarde Thomas Chabot qui a encore 8 millions pour 3 autres saisons après celle-là qui est en cours pour l'instant. Puis qui a une clause qui fait en sorte qu'il peut mettre une équipe de. Il peut mettre 10. Il peut mettre une liste de 10 équipes. Bon, on va avoir une liste de 10 équipes qui ne souhaitent pas être échangées jusqu'à la fin de son contrat à l'été 2028. Je sais pas. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que tranquillement, mais sûrement, la fameuse pipeline qu'on a tellement vantée à Ottawa
commence à se vider parce que tout le monde monte en haut et on ne voit pas plus de résultats pareils de ce côté-là. Il y a peut-être un Drake Batterson aussi. À moins de 5 millions, Drake Batterson pourrait être une belle aubaine de ce côté-là. Mais, écoute, moi, je dis que faut commencer à parler des Sens parce que là, tu ne peux pas continuer de même. Là. Tu sais, un moment donné, il va y avoir Buffalo, Ottawa ou Montréal qui va faire les séries. Je ne sais pas lequel des trois, puis je sais encore moins quand. Mais à un moment donné, tu ne peux pas te permettre, si tu es les Sens, de voir Buffalo et Montréal faire les séries avant toi. Surtout Montréal, ça serait vraiment une injure capitale pour cette équipe-là. D'ici là, on va wrap l'épisode. On va wrap le perron d'église de ce côté-là. Mais avant, on a une tradition depuis quelques semaines. On parle du joueur de la semaine, du joueur mystère un peu. On aime ça aussi que vous participiez. Puis que, tu sais, aussi vous faites exprès de dire tu sais, de faire exprès de donner des mauvaises réponses un peu, puis de faire des affaires les plus absurdes de même. Et là, la semaine passée, on parlait beaucoup de Jared McCain en début d'épisode. Et là, on retourne au baseball. Félix. Écoute, on a annoncé les honneurs individuels dans la MLB cette semaine. On en a moyen de parler parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de surprises. En fait, peut-être que la seule course qui était un peu intéressante à surveiller, c'était la recrue de l'année dans la nationale, où est-ce que, ben oui, évidemment, il y avait un certain lanceur à Pittsburgh, qui d'ailleurs est notre joueur de la semaine, mais on avait aussi des Jackson Merrill, des Jackson Chourio, qui ont fait parler d'eux. Mais il y a quand même, chez les Pirates de Pittsburgh, un lanceur partant de 22 ans qui porte le numéro 30 et qui n'a pas été mauvais cette année exactement, a connu une saison, comment dire, correcte, pas dégueulasse, adéquate, passable. Il a juste starté le match des étoiles pour la nationale. Ça, tu sais, rien de trop majeur, là. Rien de trop majeur, une saison correcte, là, tu sais, ça va. On parle évidemment de Paul Skeens ici, le partant des Pirates de Pittsburgh, qui, ancien premier choix au total, a gradué dans les majeurs à une vitesse assez fulgurante, aurait probablement pu être là plus rapidement si les Pirates n'avaient pas manipulé son temps de service. Mais ça, c'est l'histoire de tous les espoirs de la MLB. Donc oui, Paul Skeens, qui était le joueur de la semaine, on a voulu un peu rendre hommage à celui qui a été nommé recrue de l'année dans la nationale cette semaine. Puis, il faut dire aussi que ça, c'est une petite histoire, petite anecdote que j'ai vu passer. Si les Pirates avaient rappelé Paul Skeens quelques jours plus tôt, les Pirates auraient eu un choix de repêchage supplémentaire parce que depuis 2-3 ans, on donne un choix de repêchage à l'équipe qui a le recrue de l'année, mais il faut qu'il y ait un temps de service minimum à atteindre. Puis je pense que Paul nous a manqué la cote de genre quelques jours. Fait que... Ben, c'est ça, on a voulu le garder un petit peu plus longtemps pour garder une année de contrôle sur lui, mais ben, ce faisant, on a abandonné le choix de repêchage pour le garder. Ah, mais on voit qu'à quel point les Pirates sont une organisation qui roule très bien, qui est extrêmement bien gérée. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus passer la dernière heure et demie et des poussières à peu près pour la triple menace de ce 24 novembre 2024. On se retrouve la semaine prochaine. On vous rappelle, on est aux 2 tiers de la saison de la NFL. Le dernier sprint commence. La LNH, on poursuit. On surveille la NBA Cup du côté du circuit de Adam Silver. Est-ce que les Timberwolves vont se replacer? Est-ce que les Titans de Tennessee vont partir sur une séquence de 6 victoires de suite pour se qualifier en série pour faire les séries? On ne sait pas. Mais, en fait, on le sait que non. On le sait que non. Spoiler alert, ça sera probablement non, mais c'est tous du bois en ce moment. Et on vous remercie de votre support semaine après semaine sur nos réseaux sociaux et tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine.